Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'un sujet dont la réalité est peut-être un peu parfois méconnue. On parle d'une maladie qui souvent est associée plus au tremblement. Puis pourtant, c'est peut-être pas que ça la réalité. Aujourd'hui, on parle du Parkinson. Tu le disais, Véronique, hein? Ce qui frappe l'imaginaire quand on parle de Parkinson, c'est les tremblements. On parle à Michael J. Fox, mais on connaît pas ça tant que ça. Il y a tellement d'autres choses à propos du Parkinson qu'on connaît pas. Juste au niveau des symptômes, par exemple, mais aussi au niveau au niveau social, au niveau de l'estime de soi. C'est quand même assez vaste comme impact pour la maladie. Puis, tu sais, il y a 25 000 personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson au Québec. Mais on parle de 25 000 personnes, mais il y a également tout l'entourage de ces personnes-là auxquelles il faut penser, tous ces proches aidants. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on démystifie un peu c'est quoi la maladie, mais aussi c'est quoi vivre avec une personne qui en est atteinte. Mais justement, pour démystifier, pour mieux comprendre cette réalité-là, on a avec nous Mme Renée Quivillon, qui est de l'organisme Parkinson Centre du Québec-Mauricie, et elle a avec elle une proche aidante dont le mari est atteint de la maladie de Parkinson. Bienvenue à Un aidant, une histoire. Alors oui, 25 000 personnes au Québec sont atteintes par la maladie de Parkinson. Donc ça touche, oui, la personne qui est atteinte par la maladie, mais ça touche aussi tout le système, toute la famille, les proches. Pour en parler aujourd'hui, on a Renée Quivillon, qui est là de l'organisme Parkinson Centre du Québec. Il y a beaucoup encore de travail à faire pour sensibiliser les gens aussi à cette maladie-là. C'est un peu ce que vous faites à Parkinson. Bien, il y a une méconnaissance de la maladie, ce qui fait en sorte que les gens ont tendance à s'isoler. Les gens ne veulent pas être associés au vieillissement nécessairement par cette maladie-là parce que ce qu'on connaît le plus, c'est le tremblement. Le tremblement dans la maladie de Parkinson. Mais c'est pas parce qu'on tremble qu'on a nécessairement la maladie de Parkinson. Parce qu'il y a d'autres types de tremblements qui n'ont rien à voir avec la maladie de Parkinson. Et notre but, c'est de s'assurer que la population, oui, a l'information, mais la personne aussi. Parce qu'on veut que la personne devienne l'acteur principal de sa propre vie. Ça touche l'entourage, vous l'avez dit, oui, mais au-delà de ça, c'est l'isolement que les proches aidants souvent vont s'attribuer parce que c'est plus difficile pour eux, ils n'oseront pas demander de l'aide. C'est d'ailleurs pour ça qu'on on a été rencontrer les neurologues de Trois-Rivières qui nous réfèrent leurs patients dès l'annonce du diagnostic. Fait qu'évidemment, le système de santé est dirigé vers la personne atteinte. Fait que c'est plus facile pour elle, on va le dire comme ça, là, plus facile, on s'entend, d'avoir des services. Mais pour les proches aidants qui les accompagnent, eux, le système de santé n'est pas dirigé vers eux. Fait qu'en les ayant tôt dans le processus, ça évite justement de les retrouver en grande détresse. Et c'est ça notre objectif. Oui, exactement. Fait que c'est ça notre objectif, c'est de les accompagner tout le long de la maladie et de la personne atteinte et les proches aidants pour s'assurer justement qu'ils se retrouveront en situation de crise. Vous parliez des tremblements, puis on le sait que c'est pas juste ça, la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qu'on retrouve comme symptômes aussi quand on est atteint de la maladie? Bien, il y en a qui ne tremblent pas du tout. On parle d'un Parkinson rigide. Par contre, les personnes qui ont du Parkinson rigide vont sentir un inconfort. Même, il y en a beaucoup qui vont dire « je suis tout le temps inconfortable, tout le temps, je suis jamais bien ». Fait que oui, il y a le tremblement, il y a la rigidité, mais on parle aussi de lenteur. Lenteur parfois dans le mouvement. Ce qui me prenait 15 minutes à faire, ça va me prendre 45 minutes, 1 heure. Je veux faire ma toilette le matin, il faut que je m'y prenne d'avance parce que si j'ai un rendez-vous chez le médecin et que j'attends la dernière minute, je vais être en retard. Et le stress va augmenter les symptômes. Donc, plus je suis stressée par le temps, plus je vais avoir des symptômes importants et plus je vais être ralentie dans mes mouvements. Fait qu'il y a la lenteur du mouvement, la lenteur à initier le mouvement. On voit les gens qui vont marcher plus lentement. Il y a aussi la posture. Ça, c'est plus caractéristique. Tu sais, souvent le dos courbé, le corps légèrement en avant, et les gens vont avoir tendance à se traîner les pieds. Il n'y a plus de balancement de bras naturel non plus quand la personne marche. Et souvent, les médecins qui sont bien à l'affût et les neurologues, quand la personne arrive dans leur bureau, ils ont déjà une bonne idée que ça peut être la maladie de Parkinson que la personne a. Et ça, c'est les symptômes moteurs. Mais c'est ce qu'on voit. Mais il y a tous les symptômes non moteurs. On va parler de l'anxiété, de la dépression, qui fait partie justement des symptômes non moteurs. On va parler d'hypersalivation.
Pour les gens, c'est plus difficile à avaler, donc le réflexe de déglutition est moins là. Et là, ils se retrouvent avec beaucoup, beaucoup de salive dans la bouche et ça devient inconfortable. Il y en a qui vont avoir des problèmes de constipation, Trouble du sommeil aussi, je pense. troubles du sommeil, mais c'est vraiment dans le sommeil est agité. Les gens vont acter leurs rêves. Puis c'est souvent des rêves de persécution, des rêves où ils ont à se défendre ou ils ont à défendre la personne qui vit avec eux. Donc, ça va aller avec des coups de poing, des coups de pied, ils vont crier. Il y a des gens qui vont en tomber en bas du lit tellement c'est très, très violent. Physique, là, Oui, très, c'est physique. OK. Et pour les proches aidants, les proches aidantes qui partagent le lit de leur mari, de leur conjoint, vont choisir de faire chambre à part. C'est une question de survie à un moment donné, pas parce que c'est dangereux pour eux, mais dans le sens que si je dors plus, là, les maux physiques vont embarquer. On va voir la fatigue mentale aussi. Là, fatigue mentale, physique, le corps va les faire ralentir aussi beaucoup. Fait que eux, s'ils ne s'écoutent pas là-dedans, ça devient plus difficile. Fait que, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup des symptômes non moteurs qui font en sorte que la personne va aller consulter, mais pas nécessairement pour la maladie de Parkinson. Parce qu'au départ, c'est ça, c'est difficile, j'imagine, à déceler. Hein? Exactement. Puis vous le disiez, ça a un impact donc dans la vie de la personne qui est atteinte, mais aussi dans la vie des gens qui accompagnent ces personnes-là. Et avant qu'on sache qu'est-ce que la personne a finalement comme diagnostic, c'est pas évident. Hein? Tout à fait. On a avec nous Mme Muriel Perrault. Marielle. Marielle Perrault, qui est avec nous, qui effectivement vit cette situation-là. Vous avez chez vous cette situation de Parkinson qui s'est introduite dans votre vie, dans votre réalité. Votre mari en est atteint. Oui. Diagnostiqué depuis 4 ans, mais auparavant, il y avait les symptômes, mais le diagnostic était difficile à sortir parce qu'à un moment donné, il y avait une faiblesse sur son côté gauche. Le médecin disait peut-être de l'arthrite, de l'arthrose. Fait que ça a été long avant de diagnostiquer. Mais en coup de diagnostiquer, là, tu dis, mon Dieu Seigneur, ça se peut pas, ça se peut pas. Bien là, tu vas avoir un autre médecin. Tout d'un coup, que ça serait pas ça. Tu vas en avoir un autre. Puis effectivement, maintenant, tu es à côté au pied du mur. C'est la maladie de Parkinson. Il faut apprendre à vivre avec elle et non contre elle. Puis vous réagissez comment quand on vous dit ça? Moi, je suis en résignation et non en acceptation. Je me résigne à ça parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je le vive à tous les jours. Mais de là l'accepter, c'est un autre paire de manches. Parce que nous autres, on s'en allait à notre retraite. On avait des beaux projets, les voyages. On faisait du vélo, de la danse, de la marche. On était super social. Mais là, du jour au lendemain, tout ça a tombé. Puis, moi, je suis une fille qui est super vite, puis mon mari, il est super lent. Fait qu'il faut que j'accepte sa lenteur, mais c'est très difficile. C'est comme ça présentement que ça se vit. C'est la lenteur que vous, tantôt on entendait les symptômes, on disait que c'était visible, que c'était physique. Oui. Donc, c'est la lenteur. La lenteur. Et là, des frustrations, j'imagine, qui Beaucoup. la personne qui Beaucoup, vit, beaucoup. ouais. Parce que maintenant, si on dit qu'on part le matin, on va aller déjeuner pour 9 h, bien, il va se lever à 7 h. Ah oui. Il va se lever, avant qu'il s'aille réchauffer, il va aller prendre sa douche, revenir, s'habiller. Ça prend 2 heures. Puis là, je dis, bon, à 9 h, il faut que tu sois prêt à partir. Là, il se donne 2 heures pour être capable de pouvoir partir à la même heure que moi. Là, tu arrives au restaurant, mais c'est le déplacement, les gens qui te regardent. Bon, y a-tu fait, y a-tu fait un ACV? C'est quoi qu'il y a? Fait que les gens, c'est pas qu'ils sont méchants, mais des fois, tu te fais regarder un petit peu de travers. Un jugement. Là, il vient pour partir, là, tu sais pas s'il va tomber. Puis, c'est ça, il est chaud. Il est chaud. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, le déjeuner le matin, on va laisser faire. Le soir, je te dis pas, mais il y a des gens qui vont porter des jugements. Puis les gens, eux autres, dans leur tête, si tu as le Parkinson, c'est parce que tu shakes puis tu shakes. Oui, Puis lui, c'est de la rigidité. L'expression du visage est moins apparente. Tu y regardes les yeux, on dirait que les petites lumières dans les yeux sont en train de s'éteindre. Puis là, tu as tous les enfants, les petits-enfants. Puis là, les petits-enfants, ils regardent grand-papa. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Fait que, non, c'est très difficile à vivre. C'est dur à accepter. Puis le jugement des autres, hein, Oui, c'est une pression beaucoup. dont on se passerait. C'est déjà difficile au quotidien. On se passerait bien, évidemment. S'il y avait des tremblements, le monde pourrait être allumé un petit peu, mais lui, il est super rigide. Puis s'il vient pour tomber, bien, il y en a qui vont dire qu'il est chaud. Puis comment lui le vit, ce jugement-là? Bien, c'est comme elle disait au début, il avait envie de vouloir s'isoler.
on ne sortira pas, le monde ne nous regardera pas, personne. Mais lui, c'est un gars super social. Fait que là, même à ça, on va aller quelque part, il va faire des farces. Il garde ce bon côté-là malgré tout. Wow. Mais le jugement des autres, c'est difficile aussi à accepter. Comment on accompagne ces familles-là qui vivent ça, justement, leur permet de s'adapter, de vivre autrement, de faire face à tout ça? Mais moi, une des premières questions que je pose, parce que quand la personne reçoit un diagnostic, autant pour les proches aidants que pour la personne atteinte, c'est très, très, très difficile. Et les gens ont tendance à se reporter dans l'avenir en disant « Moi, je ne me retrouverai pas en fauteuil roulant, c'est pas vrai, je ne me retrouverai pas aux couches. » On voit vraiment les pires scénarios catastrophes. Moi, je m'assure d'abord que la personne, si elle vit de la détresse, qu'elle n'a pas envisagé et qu'elle n'est pas dans un processus suicidaire. Je vais aller évaluer si la personne a des idéations suicidaires. Tantôt, Vanessa, tu nommais, c'est difficile à accepter. Jamais, moi, je demande aux gens d'accepter la maladie. Jamais. Et d'ailleurs, ils restent surpris quand je leur dis, ils disent, j'accepterai jamais ça. Bien, je vous demanderai jamais ça non plus. Mais je les accompagne à apprendre à vivre avec. Un peu ce que Marielle disait tantôt au niveau de la résignation. Oui, on accompagne les personnes, mais on va les accompagner en leur donnant la bonne information. Les gens, aujourd'hui, l'accès à Internet, l'accès aux connaissances, c'est plus facile. Mais en même temps, c'est un couteau à deux tranchants. Parce qu'en connaître plus, des fois, c'est épeurant. Parce que les gens, ils voient les pires scénarios, puis ils se disent, c'est ça qui va m'arriver, c'est ça qui va m'arriver, c'est ça qui va m'arriver. Alors, c'est tellement pas ça. Parce que chaque Parkinsonien vit ça de façon unique. Le métabolisme est unique pour chaque personne. L'adaptation à la médication se fait aussi très différemment d'une personne à l'autre. Je dis, par exemple, au niveau de ce que la personne doit faire, c'est de se prendre en charge. Au niveau de la médication, au niveau des exercices à faire tous les jours. Quotidiennement, c'est ça. On devrait le faire. Tout le monde devrait faire ça. Mais pour eux, ça a un lien direct avec l'autonomie. Plus une personne va être active, plus ça a un lien avec son autonomie à long terme. La médication n'empêche pas l'évolution de la maladie. Elle ne fait pas disparaître les symptômes, elle les rend moins pires. Elle les rend plus confortables. Donc, ça aide à la qualité de vie. Exactement. Pour les proches aidants, souvent, c'est est-ce que je parle de la maladie ou pas? Ce que je rencontre, c'est on n'est pas obligé de tout le temps parler de la maladie. On n'est pas obligé, malgré qu'elle est présente. Mais il n'y a pas que ça. La vie continue. Exactement. Fait que faites ce que vous aimez faire. Attendez pas. Personne ne connaît l'avenir, là. Sinon, on serait tous millionnaires. Hein? On aurait tous pris nos billets de loto. Mais c'est pas ça qui se passe. Fait qu'à ce moment-là, chaque petit moment devrait faire en sorte que ça devienne un moment de bonheur pour moi. Et quand c'est difficile, bien, il faut trouver quelqu'un à qui en parler. Il faut faire en sorte que je puisse vider mon verre, parce que si mon verre s'emplit de choses qui ne sont pas bonnes, bien, c'est parce que le bon ne rentre plus non plus. Fait que je suis plus capable d'apprécier le beau de la vie. Fait que moi, mon accompagnement avec les personnes, c'est ça. Ça va être de dire aux personnes atteintes, un instant, on n'est pas rendu là. On ne se fait pas de scénario catastrophe. Parce que quand on est dans cet esprit-là, c'est qu'on ne profite pas du moment présent. Non. Fait que avoir la possibilité de voyager, avoir la possibilité d'avoir des buts. Parce que moi, j'ai travaillé comme infirmière pendant 38 ans. Fait qu'une année, la maladie de Parkinson, je l'ai vu un petit peu, c'est quoi? Tu sais, petit monsieur, il manque de tout. Puis là, il s'est plus sévère à gauche, à droite, puis il mange. Fait que là, j'essaie de m'enlever ça de mon idée. Je me dis, je prends ça au jour le jour. Aujourd'hui, il est fonctionnel. Mais par contre, d'une année à l'autre, là, me donne un exemple, on prépare la roulotte. Une année, il faisait beaucoup d'activité. Cette année, ça a diminué. Ça diminue tout le temps. Fait que ça me donne un point de repère. Moi, je ne passerai pas à côté, je vais embarquer dans la même chaîne que tout le monde. Mais j'essaie de ne pas le voir. Je ne me fais pas de scénario. Mais on a des fois un petit peu en arrière. On va prendre la pause. Oui, c'est ça. On va prendre la pause. Puis on veut en entendre parler encore de ça. Oui. Puis comment on fait pour se donner des buts, puis comment on fait pour continuer, puis avoir envie de poursuivre. Exactement. Alors, au retour de la pause, on continue d'entendre cette histoire de Marielle.
Alors, la maladie de Parkinson, une maladie qui finalement transforme une vie, transforme un système, transforme même des relations. On parle, c'est différent maintenant dans votre réalité. Oui, parce qu'au début, on a beaucoup d'amis. Au début, quand la maladie elle s'installe, ça va bien. Ah, pauvre Charles, on va s'occuper de toi. Mais à un moment donné, les amis ils vont prendre un petit peu de distance. Parce que, mettons qu'on allait visiter telle chose, lui, il n'est plus capable de suivre. Puis, à un moment donné, tu retardes. Au début, les amis vont être tolérants, mais à un moment donné, ils ne veulent plus être dans ce bateau-là. Fait qu'à un moment donné, tranquillement, ils se tassent. Même pour les enfants, ils viennent à la maison, ils voient leur père. C'est pas le père qu'ils ont connu au début. Non, C'est une personne diminuée. Ouais. Puis ils ont la misère avec ça. Aïe, aïe, aïe. Une personne diminuée, mais on parle, les gens, bon, ils peut-être se tassent, sont moins présents parce qu'on vit dans un monde que tout va vite. Et là, on va devoir réadapter tout notre rythme, là. Ce qu'on faisait, nos habitudes, notre façon de vivre, notre façon de fonctionner. C'est là qu'on doit aller chercher de l'aide ou qu'on doit aller chercher du réconfort aussi. C'est très difficile, bien, cette maladie-là, parce que la personne a toute sa conscience. Oui, c'est ça. Et, tu sais, c'est une maladie dégénérative, donc qui évolue, qui se transforme, mais la relation va se transformer. Tu sais, les proches aidants vont devoir être encore plus présents, plus la maladie s'installe, mais on parle de plusieurs années. C'est plus une relation d'égal à égal où on avait un couple, un conjoint-conjointe. Là, il y a quelqu'un qui prend le rôle de... Il faut prendre soin d'eux. Prendre en charge. C'est ça, il y a un changement dans la relation. Ça ne fait pas son affaire. Non, ben non. Parce qu'elle a toujours fait ses affaires, puis là, elle se sent comme diminuée parce que toi, il faut que tu prennes comme le contrôle. Exact. Pour leur ego. C'est terrible pour eux autres. C'est pas des enfants. Non, mais Mané, il faut comme materner un peu. Parce que tu viens de prendre une décision. Hey, Colin, on n'a pas le temps. Là, on s'est emmené ici, le chemin, là. Non, je vais m'arranger tout ça parce que le temps qu'il ait répondu, ça prend trop de temps. Puis aussi, il faut se dire que la personne qui vit avec nous autres aujourd'hui, c'est pas la personne qu'on a connue au début. Il faut apprendre à vivre avec une nouvelle, un nouveau comportement. Puis ça, on ne s'attendait pas à ça du tout. Fait que là, il faut que tu t'adaptes à ça. On dit souvent, quand quelqu'un change personnellement, ça crée le changement chez les autres. Donc, vous avez à changer, vous aussi, dans votre manière de... Mais je ne veux pas m'oublier non plus là-dedans. Il faut que je me dise, je vais me garder des activités pour moi, pour quand je reviens à la maison, j'ai de l'énergie, j'ai du sang, je suis capable d'avoir le supporter. Si je ne sors pas, je reste en cabané tout le temps avec lui, je vais craquer, moi, tu sais. Qu'est-ce que vous faites pour vous changer les idées? Comment vous continuez à vous garder une place dans votre vie? Du vélo. Je vais prendre ma marche. Je vais aller garder mes petits-enfants. Je vais des fois aller au théâtre. On m'a dit, on va aller au cinéma. Tu viens-tu? C'est trop fatigué? Non. Je vais partir puis je vais y aller. Au début, je me disais, ben non, je ne peux pas le laisser tout seul à la maison. Mais là, je me dis, je prends le droit d'y aller, avoir des moments à moi tout seul. Je vais aller au restaurant avec mon frère, ma soeur. Ça, au début, c'est très difficile parce qu'on se sent coupable. Toi, tu es capable de le faire, puis lui, il n'est plus capable. C'est ça. Moi, je me dis, j'ai encore la chance, je vais continuer à en profiter. Lui, à côté, il te regarde, bien, c'est ça, toi, tu es capable d'y aller, toi, tu es capable de faire ça. Oui, mais il faut que je l'entretienne. Puis, il faut que j'aille me chercher du sang pour être capable de revenir, puis passer mon quotidien avec toi. Quand vous entendez ça, quelqu'un, tu sais, au moins qui prend un proche aidant qui va prendre du temps pour lui, j'imagine qu'au moins vous êtes content là, dans le sens où vous avez joué un peu votre rôle Bien, c'est ce qu'on de encourage soutien les pour ça, proches c'est ça. aidants à faire pour justement se nourrir. Je fais souvent l'analogie de la grenouille. Si on mettait une grenouille dans un chaudron d'eau qui bout, la petite grenouille, elle sauterait puis elle dirait « Hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? » Mais si on la met dans un chaudron d'eau froide puis qu'on ouvre le rond puis que l'eau se réchauffe, la petite grenouille va continuer à nager. Puis à un moment donné, l'eau va se mettre à bouillir puis elle va cuire. Mais c'est ça la maladie. Si le proche aidant ne prend pas le temps de sortir du chaudron de temps en temps pour dire « Attends un petit peu, là, il y a peut-être du danger pour moi si je ne fais pas attention à moi. Je vais me brûler. Marielle nommait tantôt, je vais craquer si je n'ai pas ça pour moi. » Et c'est ce qu'on encourage les proches aidants à faire. Puis d'ailleurs, avec l'animation des groupes d'entraide qu'on fait pour... la Mauricie, Centre du Québec, là, on en a vraiment beaucoup. Du côté du Centre du Québec, il y a 6 groupes d'entraide. Il y en a encore plus du côté de la Mauricie. Puis pour les gens atteints et pour les proches aidants Oui. aussi. Hein. Et les groupes d'entraide pour les personnes atteintes,
il n'y a que des personnes atteintes. Même chose pour les proches aidants. Fait que OK. ça leur donne le droit De ventiler, de nommer, c'est ça. de parler de la culpabilité. Sans Ouais. se sentir mal puis se restreindre pour pas C'est- blesser l'autre. Exactement, parce que c'est beaucoup ça. Fait que il y a des échanges qui sont... Moi, je dis tout le temps que je travaille pas. Ouais. Je rencontre des gens extraordinaires. Ils nous partagent leur intimité. Ouais. C'est précieux, mais il y a un très, très grand respect qui se fait dans les groupes d'entraide. Ouais. Puis pour eux, ils vont voir aussi que les gens, quand ils sont pas là le mois d'après, René, tu as eu des nouvelles? Pourquoi cette personne-là n'est pas là? On les attend, ces personnes-là. Ça crée des liens, puis oui, ça devient une famille. Les exercices qu'on va faire aussi, c'est la même chose. Les exercices, c'est les personnes atteintes accompagnées de leurs proches aidants pour justement voir un autre contexte. Il n'y a pas de compétition avec les personnes atteintes parce qu'on les voit. Et les proches aidants, ça crée une autre occasion d'aller échanger avec d'autres proches aidants. Il y a différents groupes d'exercices. Oui, il y a les exercices qui sont faits par les thérapeutes en réadaptation physique qui ils nous sont prêtés par les centres de santé, mais il y a aussi du chant choral qui se fait du côté de Trois-Rivières, du yoga sur chaise. On a du vie active qui se fait du côté du Centre du Québec. Mais au Centre du Québec, il y a aussi les clubs de marche PPP qui font référence aux petits pas pressés. Donc, la démarche d'une personne atteinte de Parkinson. À toutes les semaines, ces gens-là se rencontrent dans des parcs pour justement aller marcher. Pas longtemps, 1 heure. Puis c'est un moment justement d'échange. Puis je motive beaucoup les gens à, si vous ne faites pas l'exercice, vous hypothéquez votre avenir par l'autonomie que vous allez perdre. Plus vous allez bouger aujourd'hui, plus vous allez être autonome longtemps. Puis ça, c'est pas de moi. Tous les neurologues le disent maintenant, il faut bouger. Il y en a qui vont se faire dire, ceux qui n'ont jamais bougé, minimum 20 minutes par jour. On n'est pas obligé de faire le 20 minutes tout d'un coup. Tu sais, on va commencer par 5 minutes, on va le couper. Il y en a des proches aidants qui ne viennent pas aux exercices parce qu'ils vont dire non, moi je fais d'autres choses, j'en profite, je fais d'autres choses. Fait que ça crée aussi un moment où ils peuvent se retrouver pour eux, sans rencontrer les personnes. Puis les groupes d'entraide, c'est à chaque mois, il y a des thèmes différents. Donc, à un moment donné, dans l'année, la personne va avoir un thème qui va venir vraiment la chercher. Et les thèmes varient vraiment beaucoup. Puis une fois par année, c'est un thème libre. Fait que là, si les gens ont des questions, bien là, à ce moment-là, ils vont poser des questions sur la maladie, sur la médication, sur l'intimité. Puis ça doit susciter aussi des discussions et des échanges. Oui. Et, tu sais, au niveau de la relation, justement, d'intimité, c'est difficile de parler à quelqu'un qui ne vit pas ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Fait qu'il y a vraiment ce climat de confiance-là qui est installé dans les groupes qui est merveilleux. Puis aussi, alors, ça dépend de l'âge que la personne a été diagnostiquée. Si la personne a le Parkinson à 75 ans, puis l'autre qui a déclaré à 60 ans, c'est pas du tout la même dynamique. Non. Parce qu'à 60 ans, en principe, tu es à retraite, tu as la forme, tu voyages, tu fais beaucoup d'exercices, puis là, lui, il n'est plus capable de suivre. Si tu as 75, bien là, tu étais diminué en partant. Dans ma tête, c'est moins dur. On va aller au groupe à tous les mois, puis une madame, elle a dit, moi, il n'y a pas de problème, elle vit bien ça. Elle est rendue à 80. Fait que c'est pas la même chose. Vous avez encore toute l'énergie. Tantôt, vous nous disiez, vous partez même l'hiver encore. Vous avez cette chance-là de pouvoir partir 4 à 5 mois en Floride. Vous préservez ça. Oui. Rendu là-bas, bien là, on vit d'un terrain camping. C'est tous des gens qu'on connaît. Puis là, c'est rendu que Charles, ils connaissent, bien là, ils vont respecter ses limites. Oui, OK. Alors, ils vont venir pour faire des activités. Mettons, c'est bien niaiseux, jouer aux poches, jouer au bocce. Ils savent qu'il n'est pas vite, mais ils vont le respecter. Le temps est plus lent peut-être là-bas, en Je Floride. pense que oui, probablement, effectivement, Puis les lui, gens en vacances. il y a moins de Ouais. misère parce que le froid, tu sais, ils ont mal aux articulations. oui. C'est des gens qui ont de la misère à se mobiliser. Fait que lui, il fait chaud puis il est heureux là. En principe, cet automne, on devrait peut y retourner. On vous le souhaite. Je m'excuse. Oui. C'est important de parler de l'âge, justement, du diagnostic. L'âge moyen du diagnostic est de 65 ans. L'impact n'est pas le même, justement, quand tu as le diagnostic à 75 ou 80, mais on en a des très jeunes diagnostiqués, début trentaine, quarantaine, qui sont encore sur le marché du travail.
Et quand on arrive avec les proches aidants, il faut adapter aussi nos services. Il faut ouvrir plus tard, il faut leur donner des services en soirée, parce que dans le jour, ils travaillent. Et toute l'inquiétude aussi par rapport à la maladie, est-ce que je dois le dire à mon employeur que j'ai la maladie? Est-ce que je dois le dire quand je renouvelle mon permis de conduire que j'ai la maladie de Parkinson? Oui. On le dit tout de suite, oui. Et c'est justement toutes ces informations-là que les personnes ont besoin de savoir puis d'être accompagnées. De ne pas mélanger le Cinémet, l'Ivocab, Prolopa, c'est un médicament spécifique à la maladie de Parkinson. Ce médicament-là ne doit pas être mélangé en même temps qu'une protéine. Mais il faut le savoir. Donc, il faut le prendre avant le repas. Les autres médicaments, c'est pas grave, mais avant le repas. Fait que des fois, c'est toute une adaptation que la personne doit avoir. Puis quand tu es sur le marché du travail, il faut que tu saches que mon médicament doit faire effet entre telle heure et telle heure, parce que sinon, je vais être tellement fatiguée, je ne serai pas capable. C'est généralisé. Pour les gens qui ont la maladie de Parkinson, la fatigue. C'est très difficile de faire une journée continue sans avoir un moment de repos. Donc, il faut adapter. Est-ce que je peux faire une sieste sur mon heure de lunch? Est-ce que je peux faire juste ma pause? Comment je vais prendre ma pause pour pouvoir récupérer? Il faut ajuster ça avec la médication. Fait que quand je nommais tantôt au début, c'est vraiment du cas par cas pour chaque personne différemment. Pour les proches aidants aussi, qui vont vivre de l'inquiétude des fois quand la personne part, puis qu'elle est plus fatiguée. Oui, mais là, je suis inquiète, plus vulnérable. Oui. Est-ce que je vais l'accompagner? J'ai quelqu'un en tête qui a l'habitude de faire du jogging, puis il a fait une chute, puis sa conjointe a été appelée à son travail, puis il fallait qu'elle aille le chercher. Tu sais, c'est cet appel-là, les proches aidants vivent dans cette inquiétude-là. Mais de là, l'importance de faire appel aux ressources qui sont disponibles, comme Parkinson Centre du Québec, Mauricie. Rapidement, Mme Perrault, est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour ceux qui vivent la même situation que vous? Premièrement, d'aller consulter notre CLSC, dire que le patient, il a la maladie de Parkinson. Tout ça, en partant, quand tu dis que tu as le Parkinson, tu es prêt à le dire, bon, tu as cheminé un petit peu. Puis surtout, aller chercher de l'aide. Nous autres, c'est René. Une René, bien, super dynamique. Des fois, on arrive, on est tout à terre. Là. Bon, là, elle nous perd. Puis là, on part. Ah, bon, on est bon pour un mois encore. Ça nous prend des gens comme elle pour nous monter le moral un petit peu. Puis l'avant-midi, elle rencontre les gens qui sont à terre. Bien, moi, il revient. Ah, René a dit ci, puis René a dit ça. Fait que pour nous autres, c'est ça qui nous tient, là. On a hâte au mot qu'elle est à notre réunion. Mais ça prend des personnes comme nous autres pour nous monter le moral. Merci beaucoup d'avoir démystifié un peu ce qu'est la maladie de Parkinson. Je pense que ça éclaire beaucoup les gens. Et d'avoir partagé votre réalité. Merci. Merci beaucoup, René, Marielle. Merci. Alors, c'était une émission, en fait, Un aidant, une histoire. On vous remercie. On a parlé de Parkinson aujourd'hui. L'important de sensibiliser aussi les gens à cette maladie-là, à cette réalité-là. Alors, on vous invite à continuer de nous suivre. Un aidant, une histoire sur Cogeco.